Donc pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus donc, pour ce symposium où à présent, donc, dans cette deuxième partie, on va évoquer la formation au métier d'art, donc un enjeu vital à la sauvegarde des savoir-faire. Pour cela, de nouveau, les présentations pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, Céline Vogt, vous êtes responsable des initiatives de formation et transmission, et également donc, des partenariats institutionnels au sein de la Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship. C'est donc à Genève. À vos côtés, vous travaillez ensemble, donc on va croiser l'interview tout à l'heure. Surya Mathieu, vous êtes joaillier et créateur, installé à Paris. Au-delà de l'écran, on a donc Thierry Plante-Dubé, vous êtes le directeur général de la Maison des métiers d'art de Québec et de l'Institut québécois d'ébénisterie. Et enfin, Géraldine Cauchy, vous êtes la directrice de l'ENAMAC, c'est à Felletin dans la Creuse. Mais avant, on va écouter donc Didier Lemaire, vous êtes le directeur du campus métiers d'art et patrimoine dans les Hauts-de-France. Depuis quand il existe ce campus des métiers d'art et qui a décerné ce label? Parce que c'est un label. Alors c'est un campus. Oui, on vous entend. C'est un campus jeune, puisqu'il a été labellisé pour la première fois en juillet 2021. Alors vous parliez de label, Jérémy, effectivement, le campus des métiers et des qualifications, c'est un label qui est octroyé par un comité d'experts interministériel, donc émanant du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'économie, pour faire court, et des finances. Donc accompagné d'experts des régions de France, et puis d'experts aussi de la branche professionnelle qui est concernée par le campus. Donc, en l'occurrence ici, des experts des branches professionnelles représentatives des métiers d'art. Combien de campus on a en France il y en a une similaire au vôtre Alors, avec des spécificités à chaque fois, oui. bien sûr. Alors, dans la filière, c'est une filière plus large qu'on va appeler création, design, métiers d'art. Donc, il y en a à peu près 10 en France. Donc, deux gros acteurs parisiens que sont les campus Versailles et le campus de la manufacture des Gobelins. Et on en a donc 8 autres en région, dont le campus métiers d'art et patrimoine en Hauts-de-France. Et il y a d'autres campus dans d'autres secteurs métiers qui ne nous intéressent pas aujourd'hui, mais ils sont une centaine en France. D'accord. Et quel est le rôle du vôtre, celui métiers d'art et patrimoine dans les Hauts-de-France? Alors, je me permets juste de préciser rapidement ce qu'est le campus. Donc, c'est un label. Ce label, il est décerné à la demande des recteurs de région académiques et des présidents de région, lorsqu'ils estiment qu'il y a un secteur métier qu'il est nécessaire de conforter, d'accompagner, de structurer. Ils peuvent demander à ce comité justement que ce soit octroyé ce label. Et ce label, il va installer un réseau d'acteurs identifiés dans la demande de labellisation comme étant un réseau pertinent pour accompagner la structuration et le développement de la filière concernée. Donc dans ce réseau, on a aujourd'hui 70 acteurs, 70 structures. Donc il est bien sûr porté par l'État et la région. Il est soutenu par les institutionnels. Donc on a par exemple l'INMA, on a la Chambre de métier bien sûr de l'artisanat des Hauts-de-France, et on a beaucoup d'acteurs des branches professionnelles, dont les ateliers d'art de France. Donc on a également des établissements de formation, ce qui va nous intéresser tout particulièrement. Là on a ici 10 lycées, 4 universités, 2 établissements de formation continue, et puis plusieurs écoles d'art aussi qui contribuent à l'offre de formation du campus. On a des acteurs du monde de la culture, on a le Centre des monuments nationaux, Chantilly, le Louvre-Lens, un certain nombre d'acteurs qui sont présents, des collectivités territoriales, des associations et les laboratoires de recherche qui sont adossés aux universités membres du campus. Et donc vous êtes le chef d'orchestre de tout ça? Voilà, donc mon rôle c'est d'animer ce réseau, d'exercer une veille informationnelle et stratégique, d'arriver à trouver une feuille de route qui fasse consensus dans une recherche de complémentarité, mais jamais de concurrence. Donc les acteurs qui rentrent dans le campus, c'est une charte par l'intérieur de laquelle ils s'engagent au niveau des valeurs qui vont porter l'action du campus. Et l'idée, c'est qu'ensemble, on fasse mieux, on fasse plus vite, on fasse de manière efficiente et qu'on puisse vraiment accompagner la structuration et le développement des métiers d'art en Hauts-de-France. Voilà, dans la transmission et la sauvegarde des savoir-faire. Comme l'un des axes de développement essentiels. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le campus, à travers la complémentarité de chacun des acteurs de la formation, il puisse proposer une offre de formation d'excellence et puis inventer aussi de nouveaux parcours dans le dialogue constant avec les professionnels. Et quels sont les savoir-faire qu'on a dans les Hauts-de-France? Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de la région Grand Est. On n'a pas toujours cette image que dans les Hauts-de-France, on a beaucoup de métiers d'art et de savoir-faire, alors pourtant il y en a. Oui, ils sont très nombreux. Il y a des savoir-faire qui sont installés depuis très très longtemps sur le territoire.
à différents endroits. Donc, ce sont 5 départements, donc du sud de l'Aisne au nord du département du Nord. Pas-de-Calais, et Nord, après Pas-de-Calais, l'ancienne Somme, région Aisne et Picardie. Oise, c'est ça. Donc, il y a toute une tradition autour du patrimoine bâti. On pense bien à la Picardie, terre de cathédrale, aux nombreux châteaux. Donc, le travail de la terre est important, le travail de la pierre. On a des savoir-faire beaucoup plus spécifiques qui sont rares. Je pense à la dentelle de Calais-Caudry, par exemple, qui est un savoir-faire auquel il faut être très attentif puisqu'il est fragile. Donc, on a vraiment des enjeux de préservation là qui sont cruciaux. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour la dentelle de Calais de Caudry, par exemple? Alors, pour la dentelle Calais-Caudry, on est dans un dialogue très important avec l'Union des industries textiles et habillements Nord et les professionnels de Calais-Caudry pour voir comment on peut les aider à assurer la relève des ateliers, puisqu'on a une pyramide des âges qui leur est très défavorable, avec des personnels qui ont souvent plus de 55 ans. Voilà, donc on essaie avec les lycées professionnels et les autres acteurs de la formation de voir comment on peut tisser des relations étroites, régulières, pour que des jeunes se destinent à ces formations, découvrent les ateliers textiles, les ateliers de la dentelle et soient intéressés par ces métiers. Ils le sont? Alors, ils le sont, c'est souvent un coup de cœur, puisqu'on va chercher des jeunes qui sont en formation mécanique. Ça peut paraître paradoxal. On a beaucoup de formations métiers d'art dans le campus, c'est la quasi-totalité, mais on a fait rentrer quelques formations de mécaniciens pour faire qu'ils soient immergés en stage dans ces entreprises de la dentelle, qu'ils tombent amoureux des métiers à tisser, amoureux de ce savoir-faire, et qu'ils restent dans ces ateliers. Pas de mécanicien, pas de métier d'art finalement. Pour la dentelle. Dans le cas de la dentelle, oui, puisque le savoir-faire, il est dépendant du maintien en état d'outils de production, puisque pour la dentelle, on travaille sur des machines qui datent de la révolution industrielle, des machines Levers qui datent du début du 19e. On n'est pas en capacité aujourd'hui de les réparer, on n'a plus les outils, on n'a pas le savoir-faire. Donc si on n'est pas vigilant, l'outil de production ne permettra plus de préserver le savoir-faire. Donc pas plus tard que... demain, d'ailleurs, je travaille avec une école d'ingénieurs, où on va travailler avec les industriels, on va dire les manufacturiers, parce que ce sont souvent de petites entreprises. Donc, avec les entreprises de la dentelle, l'Union des industries textiles et les chercheurs, pour voir comment on peut accompagner le secteur pour maintenir en état l'outil de production. Donc là, on va se tourner du côté de la rétroconception, pour modéliser de manière numérique l'outil de production. Et on va travailler aussi sur les matériaux, puisqu'on s'aperçoit que les pièces qu'on répare, elles ne tiennent pas. Elles ne sont pas toujours compatibles avec la machine Levers. Donc, on a 2 axes de recherche. Il y aura la rétroconception, proposer une modélisation 3D complète avec les coûts pour pouvoir refabriquer chaque pièce qui ferait défaut. Et puis, voir en quels matériaux on produit la pièce pour que ce soit opérationnel. Quels sont les autres métiers d'art dans les Hauts-de-France tout aussi emblématiques, la dentelle de Caudry et de Calais? Alors, en termes de formation, l'offre de formation régionale, elle a cette vocation de préserver tous ces savoir-faire dans le dialogue avec les professionnels. Donc, on va être très présent sur tout le secteur du bois. Donc, il y a beaucoup de lycées, également des lycées du CAP au bac plus 3. On a en formation des CAP, des bacs pro, des brevets professionnels, des brevets des métiers d'art, des diplômes nationaux des métiers d'art et du design. On a les compagnons du devoir, 2 sociétés aussi qui sont dans le campus, qui sont très actives aussi pour l'ébénisterie et la charpente et la ferronnerie en particulier. Donc les savoirs du bois qu'on essaie de préserver, c'est la marqueterie. Il n'y en a plus beaucoup. La nacre aussi, tabletterie, marqueterie. On essaie de préserver tout ce qui va être tournage bois, sculpture ornemaniste. Bon, l'ébéniste, ça va. On est présent du CAP au bac plus 3. On va aussi travailler tout ce qui est verre et vitrail. On va travailler la dentelle, je le disais, tout ce qui est ferronnerie d'art également. Tout ce qui est aussi un petit peu annexe, on va travailler tout ce qui est communication aussi visuelle, puisque dans le campus, on est persuadé que le dialogue entre l'artisanat d'excellence, le design et la création contemporaine, il est producteur de savoir-faire nouveau et il génère un enrichissement mutuel pour chacun. Donc on essaie de faire rentrer aussi des formations du design pour qu'elles soient constamment en interaction aussi avec les formations donc métiers d'art. Et en écho à ce que disait M. Delavenne pour la région Grand Est, on a ce souci effectivement que les jeunes trouvent leur identité dans les parcours de formation. Et on organise beaucoup de workshops tout au long de l'année dans lesquels se rencontrent des lycéens professionnels qui vont être spécialistes d'une matière, d'une technique, d'un geste qui va s'affirmer au fil des ans, et des étudiants plutôt en école d'art ou de design qui vont eux plutôt questionner le processus de production. L'idée, c'est que le lycéen
il interroge sa pratique et il sort d'une zone de travail habituel, mais qu'on enrichisse son langage et qu'on l'amène à se questionner sur ses objectifs, sur le savoir-faire, sur la matière, sur ce qu'il pourrait produire de nouveau. Et à l'inverse, que le designer, il puisse lui toucher la matière et avoir un contact avec la matière qu'il découvre très souvent et à laquelle il est peu habitué. Quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes confrontés pour notamment les métiers comme vous le disiez tout à l'heure, la tabletterie ou encore la nacre? Alors pour la NAC, on n'a pas de formation aujourd'hui. Ça, c'est un souci en région. On a un magnifique musée à Méru qui fait un petit peu, non pas de la formation, mais qui n'est pas certificative, qui fait plus de la sensibilisation ou des ateliers pour les adultes ou pour les jeunes. Mais pour le coup, là, on n'a pas encore de réponse en termes de formation. Alors le campus, vous y travaillez? Alors, bien sûr, là, le dialogue, il se fait peu avec les professionnels, il n'y en a plus. Il en reste un, donc qui fait encore des boutons en nacre, mais c'est un savoir-faire qui disparaît. Donc là, on est plus dans la préservation, mais dans un stade vraiment où il est urgent de faire quelque chose. Donc les problèmes auxquels on va se confronter, c'est que si on monte une formation, elle va concerner peut-être 1, 2 ou 3 volontaires, comme tous ces métiers rares. Donc on a une vraie difficulté à répondre en termes de formation quand les demandeurs sont peu nombreux et quand les formateurs le sont également. Donc on réfléchit avec la Chambre de métier de l'artisanat à pouvoir peut-être se tourner du côté de l'attestation de formation en milieu de travail pour pouvoir permettre à des jeunes intéressés par ces métiers de découvrir le savoir-faire auprès des quelques rares artisans qui sont encore en exercice dans la région. Donc on aimerait, avec la Chambre de métier, être présent sur tous ces métiers rares. Et c'est la force du campus, justement, à travers le dialogue régulier entre tous ces acteurs, de trouver justement une réponse appropriée à un besoin du territoire. Alors le 30 mai dernier, vous étiez à Paris, au Mobilier National, donc pour la présentation de la stratégie nationale qu'on a évoquée tout à l'heure, donc en faveur des métiers d'art, donc par les ministres à la fois donc Rima Abdul Malak, le ministre de la Culture, et aussi Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Qu'est-ce que vous pensez ici au sein du campus donc des Hauts-de-France de cette nouvelle stratégie qui a été annoncée? Écoutez, elle invite le campus à poursuivre ses actions, notamment à destination des plus jeunes, puisque l'axe 1 est résolument tourné vers la jeunesse. Donc, avant de parler formation, il faut encore trouver des candidats pour suivre ces formations. Donc, ça veut dire qu'on a un gros travail à faire de promotion de ces métiers en direction des plus jeunes. Donc là, le campus, à la faveur de cette nouvelle stratégie, il va poursuivre le travail qu'il engage chaque année à Lens. Je fais un peu la promotion des Hauts-de-France, mais on a en région un magnifique salon international des métiers d'art, donc à Lens, dans les salons prestige du stade Bollaert, qui est à proximité du Louvre-Lens. Du Louvre-Lens, voilà. Donc, alors le campus lève des fonds, répond à des appels à projets pour financer le transport de collégiens, et chaque jour envoie à peu près 500 collégiens sur le salon, avec un travail préparatoire qui leur permet d'entrer en dialogue avec les artisans et de rentrer enrichis de cette rencontre. On a un dispositif qui s'appelle Rendez-vous des métiers d'art qu'on va éprouver en janvier 2024 pour sa 3e édition, qui consiste dans les lieux culturels qui sont partenaires du campus à faire que des collégiens rencontrent des artisans d'art qui leur proposent des démonstrations, pratiquent des ateliers de sensibilisation aux métiers d'art, puis découvrent les collections des lieux de culture qui les accueillent. Donc en 2024, ce seront 1000 collégiens qui iront ou à Chantilly, ou au Louvre-Lens, ou au musée de Picardie, ou à la Chartreuse de Neuville, donc qui pourront rencontrer les artisans du réseau campus et surtout pratiquer des ateliers. Donc ils sont toujours très friands de cette rencontre avec la matière. Et là, on mobilise tous les lycées du campus. Ce sont des jeunes lycéens ou étudiants qui invitent les collégiens à travailler la matière. Ce sont également les compagnons qui le font à nos côtés, ainsi que les écoles d'art qui sont partenaires du campus. Donc pour vous, cette stratégie nationale, elle correspond déjà à ce que vous faites dans les Hauts-de-France. Oui, elle nous invite à poursuivre et à intensifier encore notre action. Et on a aussi un dispositif avec la Fondation d'entreprise Hermès, le dispositif Manufacto, qui nous permet de proposer des ateliers aux jeunes, là même dès l'école primaire, dès le cycle 3, et des ateliers également au collège. Par ailleurs, le 4 mai dernier, donc, le président Emmanuel Macron a présenté des mesures pour réformer le lycée professionnel. Est-ce que ces présentations, ces mesures sont à la hauteur de vos attentes ? Alors, je vais dire qu'elle nous invite à poursuivre le travail de réflexion autour de la carte des formations, puisque
la carte des formations, pour ce qui est de la formation initiale, elle résulte du dialogue entre l'autorité académique et le président de région. Donc, le président Macron a annoncé un objectif de rénovation des diplômes en nombre et à une cadence très soutenue, puisqu'il a parlé, je crois, d'un quart des diplômes rénovés d'ici 2 ans. Donc, cette rénovation, elle a pour objectif de les rendre insérants. Donc, on ne peut qu'être en accord avec cet objectif. Donc, elle a aussi pour objectif de vraiment faire en sorte que les diplômes ils soient aussi en réponse à des problématiques de territoire. Donc, on ne peut que souscrire à cette ambition. Donc, alors, du côté des métiers d'art, pointe l'idée, ça n'a rien d'officiel, mais qu'un temps plus important pourrait être affecté à la formation professionnelle, au travail de la matière. Donc, ce qui paraît important dans les formations métiers d'art, et je sais que très souvent, depuis la rénovation, enfin depuis l'existence du DENMAD en 2019, on fait souvent, l'éducation nationale se reproche que le temps de pratique en atelier est insuffisant. Donc c'est vrai que l'artisanat d'excellence, il nécessite un temps d'apprentissage long et une longue maturation. Donc si la rénovation des diplômes va dans ce sens, elle se fera de toute façon dans le dialogue avec les professionnels, ce sera intéressant. Et ce que j'en retiens aussi, c'est une forme de personnalisation de la dernière année de classe terminale pour les diplômes de baccalauréat professionnel, qui laisse la possibilité à un jeune, s'il souhaite s'insérer dans le monde du travail après l'obtention du diplôme, d'avoir un temps en atelier, un temps de formation au milieu professionnel plus important. Donc, qui va de fait lui permettre de travailler plus longtemps la matière et de dialoguer plus longtemps avec le professionnel. Voilà, donc ça c'est positif. Plutôt, à mon avis, des éléments positifs pour ce qui relève du secteur des métiers d'art. Très bien, merci beaucoup Didier pour cette présentation donc, du campus des métiers d'art et patrimoine dans les Hauts-de-France. Vous restez avec nous, vous pouvez réagir sur les interventions des autres. À vos côtés, on a donc Céline Vogt, vous représentez aujourd'hui la Michelangelo Foundation, qu'on a déjà eu l'occasion de présenter d'ailleurs l'année dernière à Révélation avec l'un de vos collègues. Quelles sont les missions de cette organisation à but non lucratif ? Alors, bonjour à tous. La Fondation Michelangelo est donc basée à Genève. C'est une organisation à but non lucratif, une fondation privée, et elle a pour mission de promouvoir, perpétuer et préserver les savoir-faire d'excellence, tout savoir-faire confondu. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est de trouver le moyen de permettre aux professionnels des métiers d'art de continuer leur activité en pouvant développer leur business. On a différents champs d'action. On a des événements avec Homo Faber Event qui a lieu à Venise tous les 2 ans, qui aura lieu en 2024. On a un guide en ligne qui s'appelle Homo Faber Guide, qui vise à cartographier des savoir-faire d'exception et à la fois des maîtres d'art et des profils un peu plus jeunes, des ateliers, des manufactures, mais aussi tout le domaine culturel lié au métier d'art, donc des musées, des galeries, des boutiques, etc. Pas uniquement à Genève, pas uniquement en Suisse, non. C'est à l'international. Oui, c'est à l'international, merci. On a commencé en Europe pendant 4 ans. Je vais peut-être revenir en arrière. La fondation est très jeune parce qu'elle a été créée en 2016. Donc on a commencé pendant 4 ans sur l'Europe et petit à petit on s'étend à l'international avec une volonté non pas d'être exhaustif dans notre représentation des artisans d'art, mais de pouvoir présenter différentes histoires, différents savoir-faire, etc. Comment vous développez des programmes éducatifs de la fondation ? Oui, alors c'est le dernier volet de notre activité, donc ce qu'on appelle Homo Faber Education. Et l'idée des programmes de formation, ou disons la stratégie derrière les programmes de formation de la Fondation, est de rendre des professions de l'artisanat attractives pour une jeune génération et de travailler sur l'employabilité des jeunes, car on se rend compte que à l'échelle, on parle plutôt de la France et du Québec aujourd'hui, mais même à l'échelle européenne et plus large, on se rend compte qu'il y a en fait des manques dans les cursus de formation, et notamment sur tout ce qui est de la gestion d'une entreprise. On s'attend à ce que nos jeunes diplômés soient à la fois des excellents techniciens, des excellents créateurs, mais d'une manière ou d'une autre, des excellents chefs d'entreprise aussi, ou
ils peuvent être indépendants, mais on s'attend à ce qu'ils aient une idée de comment communiquer, comment gérer leur entreprise d'un point de vue financier, mais aussi sur toute l'approche clientèle, etc. Et donc, les programmes de formation vont viser à accompagner les jeunes sur ces aspects-là. On a 2 programmes de formation aujourd'hui. On a un premier programme qui s'appelle Homo Faber Fellowship et qui vise une audience, donc des jeunes qui sortent tout juste de formation diplômante et qui vont chercher à s'insérer sur le marché du travail, mais qui ne savent pas forcément comment procéder. Et en fait, on va les accompagner sur 7 mois avec une première formation en masterclass sur des sujets liés à la créativité et l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, on va sponsoriser un stage de 6 mois en atelier, ce qui permet à l'artisan plus établi de transmettre son savoir-faire sans avoir besoin de se soucier d'une pression financière et qui permet aux jeunes de continuer à répéter son geste et d'apprendre aux côtés d'un maître artisan. À côté de ça, on a un programme qui s'appelle le Young Ambassadors Programme qui vise plutôt à mettre en réseau des jeunes artisans d'art de toute l'Europe. C'est un programme qui a lieu dans le cadre de notre événement à Venise, Homo Faber. Et là, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on lance un appel à participation au sein des écoles de notre réseau. Et on propose à ces jeunes de venir participer à l'événement en devenant les médiateurs culturels. Ce qui est intéressant pour ces jeunes qui sont sélectionnés, c'est que du jour au lendemain, ils rencontrent à peu près une soixantaine, ou à peu près 60 à 80 autres jeunes qui sont dans la même situation qu'eux, soit en formation, soit qui viennent de terminer, mais qui viennent des 4 coins de l'Europe. Donc les échanges sont très très riches et on le sait et on en parlait dans le panel précédent. L'isolement est assez fréquent dans les métiers d'art et c'est aussi le cas en fait au niveau de la formation parce que quand un jeune se forme, que ce soit à la céramique ou à la joaillerie, il va se concentrer sur son métier, il a peu l'opportunité de se décloisonner, de voir ce que les autres font. Donc ce programme des Young Ambassadors vise justement à mettre en réseau les jeunes. Il vise aussi en fait, il sert aussi de plateforme de networking, donc aussi bien avec les jeunes qu'il va rencontrer, mais avec les autres professionnels et artisans d'art qui vont exposer à Homo Faber. Et pour nous, de notre côté, c'est une manière d'identifier les talents de demain et de montrer que l'artisanat d'art, c'est aussi un métier, enfin, ce sont des métiers d'avenir, bien sûr, et qu'il y a une jeune génération, qu'il y a une relève, même si elle tend à faiblir, elle existe et c'est important de la montrer. Et enfin, ça permet aux visiteurs de découvrir l'exposition d'une autre manière parce que, vous le savez tous, les artisans en général, quand ils parlent de leur travail, ils sont extrêmement passionnés par ce qu'ils font et c'est une passion qui est communicative et qui est contagieuse et ainsi qui permet une expérience de l'exposition complètement différente. Soria a participé à ce programme que vous êtes en train de présenter depuis tout à l'heure. Quel souvenir vous gardez de ces 2 expériences, parce que ça a été fait à 2 reprises? C'est vrai que cette expérience est pour moi inoubliable. J'ai beaucoup de gratitude pour la Michelangelo Foundation parce que c'est vrai que grâce à eux, ça a permis de rencontrer beaucoup de personnes différentes, rencontrer différents corps de métier différents, apprendre beaucoup de choses sur tout ce que les créateurs font aussi. Donc c'est vrai que pour moi, je garde ça dans mon cœur et je ne peux pas oublier ça. Ça m'a beaucoup apporté. C'est une grande richesse. Très bien, merci pour ce témoignage. Dans quelques instants, on va découvrir un peu plus encore votre univers. Mais Céline, avant, j'aimerais qu'on revienne sur le travail que vous faites, un travail collaboratif, notamment avec 130 organisations européennes et extra-européennes. Quels sont les projets que vous montez ensemble ? Oui, tout à fait. Donc, une des premières actions de la Fondation, quand on a créé la Fondation en 2016, ça a été vraiment de chercher à identifier qui pourraient être nos partenaires dans les différents pays. La Fondation n'avait pas pour intention d'établir des antennes un peu partout, mais vraiment de travailler avec des institutions locales existantes, de se mettre en réseau et de pouvoir monter des projets ensemble. Donc aujourd'hui, on a dans notre réseau donc 130 organisations, dont dans à peu près une 40aine de pays. Ce sont des musées, ce sont des organisations gouvernementales ou paragouvernementales, ce sont des associations, d'autres fondations, et ce sont également des écoles. Et avec tous ces partenaires, nous cherchons donc à cartographier ou à identifier les meilleurs artisans
sur les territoires. Et on monte également des projets, notamment sur la partie plus formation. On travaille vraiment très très proche de notre réseau pour comprendre les besoins et les réalités locales. Et pour renforcer donc les métiers d'art, vous en parliez très succinctement tout à l'heure, il y a le guide Homo Faber, donc, qui est un guide en ligne où on peut trouver à présent 2200 artisans dans 42 pays. Mais quels sont les critères qu'il faut remplir pour y être référencé ? Alors, on a 11 critères d'excellence qui vont de la tradition à la créativité, à la maîtrise du savoir-faire, à la formation, et j'en passe. Et l'idée de ces critères, en fait, on utilise ces critères pour analyser le travail d'un artisan et pour essayer d'être un minimum objectif, ou en tout cas de considérer toutes ces facettes du profil d'un artisan. Donc, chaque artisan qui est sur le guide a été interviewé et on a étudié son travail à travers ces 11 critères. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, pour être sur le guide, il faut avoir envie d'aller à la rencontre de potentiels clients et de visiteurs. Donc il faut avoir envie d'ouvrir les portes de son atelier sur demande ou tout le temps aux visiteurs. Donc ce sont les deux principaux critères. Et que leur apporte cette présence en ligne ? Alors, essentiellement de la visibilité. Souvent, les artisans qui sont dans notre communauté nous cherchent en fait un rayonnement plus international. Et ce guide permet cela. Parce que c'est un guide qui est gratuit, il est accessible via une application et via un site web. Et l'idée, c'est qu'ils savent que ce soit un espèce de compagnon de voyage comme TripAdvisor a pu l'être par le passé. Donc, c'est un outil de géolocalisation et il suffit à tout un chacun d'ouvrir l'application et de regarder ce qui se trouve autour de lui pour rencontrer des artisans. Donc c'est essentiellement un outil de communication, mais c'est aussi donc un outil de communication, un référencement, mais aussi un endroit où on raconte les histoires des artisans, parce que ce qui nous tient le plus à cœur, c'est de raconter les magnifiques histoires qui sont derrière en fait les savoir-faire. Et notamment celle de Souria. Vous y êtes sur le site internet homofaber.com. C'est en cours. C'est en cours. Il est dans la catégorie qu'on appelle les Rising Stars et des jeunes que l'on suit de leur parcours de formation au moment où on peut ensuite présenter leur travail, parce que Souria, quand je l'ai rencontré la première fois, il était encore étudiant. Et il fait son chemin petit à petit. Voilà, merci pour cette transition toute faite, puisque effectivement vous avez suivi une formation donc en joaillerie en Inde avant d'arriver en France en 2017 pour entrer donc à la Haute École de joaillerie de Paris. Qu'avez-vous appris de cette école française ? Alors, c'est vrai que la Haute École de joaillerie de Paris est un établissement qui est assez incroyable, puisqu'on y apprend des techniques traditionnelles françaises. Aujourd'hui, en France, nous conservons, on va dire, des techniques très belles et très exigeantes dans ce métier. Donc, on va dire que j'ai eu la chance d'être vraiment très bien accompagné par de grands maîtres qui m'ont transmis des techniques, vraiment de haute joaillerie. J'avais ce souhait-là d'évoluer, d'aller approfondir encore plus la technique et aussi aussi apprendre de tout ce qu'ils ont aussi vécu à travers le temps. Voilà. Pourquoi vous l'avez choisi ? Vous vouliez absolument cette école et pas une autre ? Alors déjà, je trouve que l'école, ce qui est très beau là-bas, c'est qu'il y a une histoire. Et donc déjà, elle a été fondée en 1867. C'est donc un des plus anciens établissements du monde. Donc pour moi, c'est un lieu important grâce à ça aussi, grâce à cette histoire qu'il y a eu, à pas mal de ces joailliers qui sont passés par là, on va dire, et qui ont laissé aussi une empreinte dans ce lieu très, très important. Donc pour moi, c'était un vrai souhait d'être là-bas pour faire partie aussi de cette famille. Et est-ce que cette formation était différente de celle que vous aviez suivie en Inde ? Alors oui, je dirais qu'elle était différente, mais aussi très complémentaire, parce que en Inde, on va apprendre le métier de manière aussi traditionnelle, mais avec une autre culture, avec un autre savoir-faire qui est basé plus sur l'observation,
qui est plus dans le ressenti, on va dire. Il y a une part aussi très spirituelle qui est dans la réalisation. Et c'est vrai que nous, on va dire en Occident, on va avoir plus une part technique, voilà, vraiment beaucoup plus d'exigences sur la qualité, sur toutes ces choses-là, mais on va moins avoir cette part et cette dimension spirituelle et sacrée que l'on peut avoir dans ce métier. Combien de temps vous avez été formé en Inde ? J'ai été formé à peu près 5 ans, voilà, là-bas, puisque bon, c'est vrai que j'étais en alternance entre l'Inde et la France depuis mon plus jeune âge. Donc j'ai donc cette double culture et qui m'a permis d'alterner entre l'apprentissage en Inde et l'apprentissage en France. Et en France, ensuite, ça a duré combien de temps à la Haute École de la Joaillerie ? Alors l'école, en fait, j'ai suivi un cursus de 2 ans. Qui était donc, on va dire, en alternance, puisque je travaillais aussi, et ça m'a permis aussi de voir d'autres choses et de découvrir différents ateliers. Alors aujourd'hui, vous portez notamment vos créations sur votre veste. On a vu déjà quelques photos. Quel est l'esprit ? On parle d'identité depuis tout à l'heure des créateurs. Vous le disiez aussi, Didier. Quel est l'esprit que vous souhaitez mettre en lumière et partager surtout ? Alors, en fait, il y a quelque chose de très important pour moi aujourd'hui dans le domaine de la joaillerie. C'est un domaine qui est en grande expansion et je vois que finalement, progressivement, on perd un peu le fil de l'histoire, on va dire, de l'histoire d'une création, de l'histoire d'une marque. Et pour moi, je pense que ce qui est très important, c'est toujours garder une identité dans une création. Ne jamais oublier ça, parce que on peut très bien dire on va faire un diadème avec 3000 diamants, mais pourquoi on va réaliser ce diadème avec 3000 diamants ? Qu'est-ce que ça évoque ? Qu'est-ce qu'on ressort de ça ? Qu'est-ce qu'on va faire ressortir de cette pièce ? Ce qui est important, comme on en parlait justement aussi, et beaucoup Christophe en a parlé, c'est beaucoup l'histoire. Et l'histoire qu'il y a derrière cette pièce, c'est aujourd'hui ce que l'on doit partager au public et à toutes les personnes qui souhaitent avoir surtout une pièce unique. Et donc pour l'histoire, vous appuyez sur l'histoire en réinterprétant notamment des bijoux anciens. Tout à fait. Alors ma démarche est un petit peu particulière parce que je voulais que les personnes puissent vivre une expérience à travers ce métier. Tout d'abord parce que nous portons souvent tous des bijoux sur nous. Nous avons tous ressenti quelque chose quand on les a vus la première fois, aussi par la transmission que l'on a reçue par notre famille qui nous ont donné des bijoux anciens. Et donc je me disais, ce qui est intéressant, c'est de revenir un petit peu aux sources et à l'histoire qu'ont apporté ces personnes et qu'est-ce que l'on peut apporter dans la création d'une pièce unique. Donc souvent, moi, je vais recycler, je vais refondre la matière qui m'apporte, reprendre les pierres, les ressertir et on va composer ensemble à travers un temps d'échange où ils vont me parler un peu de tout ce qu'ils ont vécu dans leur vie et je vais donc les accompagner à réaliser ce qu'ils sont aujourd'hui, à aussi, on va dire, mettre de l'âme dans cette pièce, mettre de l'amour, partager la passion du métier. Et c'est très important de regrouper tous ces éléments-là, puisque une pièce de luxe ou une pièce de haute joaillerie, c'est ça que l'on doit apporter. C'est cette émotion quand on la regarde, c'est ce que ça touche, qu'est-ce que ça touche. Et voilà. Est-ce qu'il y a des mouvements artistiques de l'histoire de l'art qui vous influencent ? Oui, on va dire que j'aime beaucoup l'art déco, j'aime beaucoup l'art nouveau. C'est ce que j'allais dire. Moi, je voyais de l'art nouveau à travers vos réalisations notamment. Voilà, exactement. J'aime beaucoup l'architecture, j'aime beaucoup en même temps les formes simples et en même temps les formes complexes. Je me base beaucoup, c'est vrai, dans mes sources d'inspiration, dans l'astrologie, dans les oiseaux, puisque j'aime beaucoup la nature, les insectes, tout ce qui est lié aussi aux émotions humaines, aux liens sacrés. Donc, l'influence principale est quand même beaucoup la nature. Et quels sont les matériaux que vous utilisez ?
Alors, plus principalement, on va dire les métaux précieux, donc l'or, le platine, l'argent, les pierres précieuses, ça peut être le bois aussi, les plumes que j'incorpore dans certaines de mes pièces, les matières organiques comme le corail ou la nacre. Voilà. Et donc vous avez ouvert votre propre atelier à proximité de la rue Montorgueil, donc au cœur de Paris. Quelle est la clientèle qui vient vous rencontrer ? Alors, en fait, en créant cet atelier, je voulais que ça puisse être ouvert à toutes les personnes. Je voulais que la joaillerie, enfin, ce métier de la joaillerie puisse être ouvert à tout le monde, puisque au départ, c'est un métier qui est extrêmement fermé. Même moi, en y étant, j'ai pu voir comme quoi c'était très fermé, et je voulais vraiment partager avec tout le monde, le grand public, qu'est-ce que c'est une pierre précieuse, qu'est-ce que c'est un savoir-faire comme ce que l'on fait, et de pouvoir le découvrir, le partager, le transmettre. C'était très important. Donc voilà, il y a un peu tout le monde qui vient me voir, on va dire du monde entier, plein de personnes qui ont entendu parler de moi, le bouche à oreille, et voilà, le plaisir de rencontrer et de partager. Et puisqu'on parle de formation ce matin, est-ce que vous avez l'intention d'accueillir de jeunes stagiaires désormais ? Est-ce que vous êtes passé de l'autre côté de la barrière en quelque sorte ? Tout à fait. Mon grand souhait, justement, c'est de pouvoir ouvrir justement à la formation. C'est mon souhait de pouvoir former des personnes parce qu'aujourd'hui, on a une vraie demande et je vois très bien que les jeunes ont cette envie voilà, d'approfondir leur curiosité face à la joaillerie. Et c'est surtout de les accompagner dans une démarche, bien sûr technique, mais pas que, comme on le disait. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose de beaucoup plus... déjà, comme je le disais auparavant, quelque chose lié au spirituel déjà, parce que c'est beaucoup l'émotion et c'est beaucoup qu'est-ce que l'on ressent au fond de son cœur quand l'on travaille, quand l'on touche ces différentes matières. Et ça, c'est très important et c'est ce qui va permettre à ces apprentis ou à ces stagiaires de pouvoir jamais oublier d'où ils viennent et comment et qu'est-ce qu'ils vont transmettre au monde de demain. Voilà. Qui vous a aidé pour l'ouverture de cet atelier ? Alors, quand on est jeune, c'est vrai qu'il faut mobiliser un petit peu de budget, de l'énergie aussi. Oui. Vous avez été accompagné ? Oui, on va dire j'ai eu beaucoup de chance déjà dans le chemin que j'ai pu avoir. J'ai rencontré beaucoup de personnes différentes, beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup soutenu jusqu'à présent. Et je dois, c'est vrai, principalement l'ouverture de cet atelier à une personne qui est très chère à mon cœur, qui compte beaucoup pour moi, qui m'a beaucoup soutenu pour le développement de la marque Surya Mathieu. Donc je tiens vraiment à la remercier. Voilà. Très bien, on ira sur votre site internet suryamathieu.com effectivement pour découvrir un peu plus encore les quelques créations qu'on a pu voir. Vous êtes tous bienvenus à découvrir et je serai très heureux de partager ça avec vous. Merci beaucoup. On va quitter en partie, on va dire, l'Inde pour rejoindre la nation à l'honneur cette année ici pour cette 10e édition du salon Révélation, direction le Québec avec vous. Donc Thierry Plante-Dubé, vous êtes directeur général de la Maison des métiers d'art de Québec et aussi de l'Institut québécois d'ébénisterie, 2 écoles ateliers de la ville de Québec qui sont accréditées par le ministère de la Culture. Oui, je vous évite beaucoup de choses. Et des communications du Québec et le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec afin d'offrir une formation supérieure à la fois en céramique, en construction textile, en sculpture et en ébénisterie. Cette maison des métiers d'art est un organisme culturel dédié aux pratiques contemporaines en métiers d'art. Mais quel est son statut ? Oui, très bonne introduction, merci. En fait, notre structure, nous sommes et je parle pour la Maison des métiers d'art de Québec, mais aussi pour l'ensemble des écoles ateliers. Donc, il existe 12 écoles ateliers au Québec, 8 du côté de Montréal et 4 du côté de Québec. Et donc, ces écoles ateliers sont des OBNL, donc des organismes à but non lucratif, qui sont des entités autonomes. Donc, nous ne sommes pas des entités gouvernementales, mais bien des organismes privés, si l'on veut. Et donc, ces entités, en fait, ont pour mandat, donc ce sont des mandats qui nous ont été octroyés via le plan national de formation en métiers d'art qui date quand même de 1989. Et via ce plan de formation en métiers d'art, nous avons un mandat de formation. Alors, la formation initiale pour le DEC technique de métiers d'art et aussi la formation des professionnels, donc les artistes, les artisans professionnels pour de la formation continue. Et on a aussi un mandat de recherche, développement et innovation. Donc, tout ce qui est de l'ordre exposition, diffusion,
soutien à la relève, soutien aux créateurs. Donc, ça fait partie des divers mandats et diverses activités que nous avons, oui, à la MMAQ, mais aussi dans l'ensemble des écoles ateliers. Voilà, c'est ça. Il y a 25 ateliers au total en céramique, textile, sculpture, répartis sur 7 étages. Donc, c'est un complexe assez important. Quels sont les publics que vous accueillez à l'intérieur de ces ateliers? Les publics, comme nos mandats sont très variés, les publics sont aussi, très variés. Oui. Alors, au niveau de la formation initiale, donc du DEC, pour les non-initiés à la formation au Québec, en fait, on a une structure qui est quand même particulière, c'est-à-dire qu'après le primaire et le secondaire, nous avons des institutions qui s'appellent des cégeps, donc qui offrent des diplômes d'études collégiales et qui sont un entre-deux entre la fin des études secondaires et le début de l'université. Alors, pour ce qui est du DEC, c'est un programme de 3 ans qui est à peu près similaire à ce qu'on pourrait appeler le DN-MAID ou le DN-MAD ici en France. Diplôme national des métiers d'art. Exactement. Et donc cette clientèle qui s'inscrit au programme d'études collégiales, elle est, disons, à 70% de clientèle déjà adulte. Donc, ce sont principalement des gens qui ont déjà une première carrière et qui décident de revenir vers les métiers d'art. Donc, ils ont choisi la matière ou, disons, la matière les a choisis. Ils ont été interpellés soit par la céramique, soit par la pierre, la forge. Et donc, ils veulent vraiment découvrir. Cette clientèle ne possède pas nécessairement de formation en métier d'art. Donc, c'est une clientèle qui peut arriver avec aucune base. Qui n'a pas de formation initiale. Aucune. Et donc, on les prend dans toute leur beauté, dans tout leur dynamisme. Et donc, voilà. Et la première année, en fait, c'est un programme de 3 ans. La première année, on pose les bases. Ce sont les fondations qu'on vient placer, construire. Et ensuite, dès la deuxième année, on approfondit ces bases. Et en troisième année, là, c'est le moment où ils peuvent s'identifier, ils peuvent s'exprimer. Tout à l'heure, on parlait d'identité. Donc, c'est un peu la période où, justement, l'identité personnelle de tout un chacun commence à s'affiner. Exactement. Alors, on peut parler aussi surtout de la formation initiale. Est-ce qu'elle est accessible facilement au Québec? Et qui doit supporter le coût de cette formation initiale? Est-ce qu'elle est accessible? Elle est accessible en termes de comment dire, comme il n'y a pas de critères d'admissibilité comme on n'a pas besoin d'avoir de formation, c'est accessible pour faire l'inscription. Mais par la suite, il reste qu'il y a des coûts qui sont quand même importants pour suivre la formation. Évidemment, le système au Québec, le système d'éducation est quand même, somme toute, assez accessible. Donc, on parle pour l'inscription d'à peu près 200 $ canadiens pour l'inscription. Maintenant, après ça, tous les frais de matériaux, là, sont à la charge de l'étudiant et donc, ou de l'étudiante. Et donc, par session, ça peut facilement monter à 400, 500, 600 $, voire même 1000 $, comme dans les écoles de joaillerie, à cause des métaux précieux. Et évidemment, dans les dernières années, la pandémie a eu quand même des impacts majeurs sur le coût, le prix des matériaux. Donc, c'est quand même important. Donc, les institutions ne soutiennent pas, en fait. Les institutions n'assument pas l'entièreté des coûts, disons. Donc, il y a vraiment un coût qui est repartagé à l'étudiant, ce qui devient vite un frein parce que le profil de nos clientèles étant des clientèles de retour aux études, parfois, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des obligations financières. Donc, ça devient vite un enjeu dans la formation qui, après 3 ans, peut facilement coûter 12 15 000 $. Donc, c'est quand même important. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour alléger le poids de ce financement Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sûr qu'on parle beaucoup avec les institutions et avec le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, avec aussi le ministère de la Culture et des Communications, qui sont nos 2 bailleurs de fonds. Ce qu'il faut faire, c'est certain que nous, notre désir, c'est que le gouvernement s'implique davantage dans la formation pour alléger justement le coût qui est refacturé aux étudiants. L'autre élément aussi qui est quand même un enjeu majeur pour la formation, c'est les petites cohortes. Donc, nous sommes dans des petits groupes qui sont au maximum 12 personnes, mais on a aussi un seuil minimal qui nous est imposé par le ministère qui est de 8 personnes. Donc, si on n'atteint pas ce 8 personnes minimales, les cohortes peuvent être fermées. Donc, c'est quand même un enjeu parce que, en métier d'art, il y a des mouvements
de haut et de bas. Présentement, la céramique est extrêmement populaire. On est obligé de refuser de mettre des mesures de contingentement parce qu'on n'est pas capable d'accepter tout le monde. Par contre, à l'inverse, tout ce qui est violon, lutherie, il y a un creux présentement. Donc, lutherie-violon, ça fait quelques années que le programme ne part pas parce qu'il n'y a pas assez d'inscriptions au niveau du Québec. Qu'est-ce que vous faites alors pour cela, pour essayer de réveiller... On attire les étudiants français. Alors, avis aux intéressés. Mais pour vrai, les étudiants français sont quand même 20 à 25 de nos clientèles dans les programmes du DEC technique de métiers d'art. C'est sûr qu'il y a une proximité, le fait de la langue francophone, la langue française, qui facilite aussi cette intégration dans la formation et dans les structures. Donc voilà, mais il y a tout aussi la réflexion sur la promotion des métiers d'art. On travaille beaucoup avec le Conseil des métiers d'art du Québec pour valoriser les métiers liés à la matière. Et c'est aussi avec les équipes de la Maison des métiers d'art, on travaille beaucoup pour des plans de communication, se faire voir, aller dans les lieux. Mais c'est aussi de travailler avec les autres professionnels. On pense entre autres aux conseillers en orientation qui voient les jeunes au secondaire et même au collégial, avec les professeurs d'art plastique, parce que même si on est dans le milieu des arts et de la culture, les enseignants en art plastique ne connaissent pas nécessairement les formations en métier d'art. Donc, il y a tout un travail de relation à faire aussi avec ces enseignants qui sont à même une manne importante de jeunes qui pourraient être intéressés par la formation. Donc, on travaille sur différents plans. Et après ça, c'est sûr que sur le plan institutionnel, en tant que directeur, on essaie d'avoir aussi un peu de retour d'information sur quelles actions fonctionnent bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Mais on est un petit peu dans une période d'essai et erreur, je vous dirais. Donc, on teste, on voit si ça fonctionne et sinon, on réessaie peut-être une deuxième fois. Mais oui. Voilà. Donc, alors, on va revenir quelques décennies en arrière, puisqu'à la fin des années 1960, l'École des Beaux-Arts de Montréal et l'École des Beaux-Arts de Québec ont fermé leurs portes, purement et simplement. Quelles ont été les conséquences sur les métiers d'art et est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Oui, effectivement, quand je parlais de reconnaissance des métiers d'art, donc anciennement, en fait, les enseignements liés aux métiers d'art se faisaient via les écoles des beaux-arts. Et avec la fermeture de ces écoles des beaux-arts, il y a eu une sorte de clivage, si on veut, dans le milieu artistique, où est-ce que les arts plus conceptuels, le ready-made a pris beaucoup de place et d'importance. Et c'est allé à des gestes même qui sont assez violents, c'est-à-dire que, entre autres, à l'Université Laval à Québec, des jeunes artistes poussaient du haut des étages de l'Université Laval les métiers à tisser traditionnels du textile. Donc, il y avait vraiment comme une confrontation entre les traditions, les valeurs plus traditionnelles du savoir-faire et les nouveaux mouvements artistiques. Et donc, les années ont passé, les décennies ont passé, et depuis à peu près 10 ans, on commence à avoir un renouveau et on a amorti un petit peu les frontières entre métiers d'art, art visuel, art conceptuel. Et donc, et ça se reflète aussi dans l'espace qu'on occupe présentement pendant le salon. Donc, on est vraiment sur un niveau où est-ce que les artistes en art visuel intègrent beaucoup de métiers d'art et vice-versa aussi, les créateurs de métiers d'art s'approprient aussi des termes et des concepts qui sont parfois davantage liés aux arts visuels. Donc, il y a une porosité, il y a des échanges, des dialogues. C'est comme ça que se fait la transmission aujourd'hui des savoir-faire à la jeune génération. Exactement. Et ce qui est hyper important de mon côté, quand on veut faire des collaborations avec des designers, avec des architectes, c'est que cette collaboration-là ne soit pas qu'une collaboration utilitaire. Donc, voici ce que je veux faire, est-ce que tu peux l'exécuter? Quand des étudiants en design viennent me voir pour faire une collaboration avec des étudiants de métiers d'art, c'est oui, OK, tu vas participer activement à la création, donc tu vas t'asseoir au métier à tisser, tu vas faire les apprentissages, donc qu'il y ait vraiment un échange, un dialogue, parce que c'est ce qui fait la richesse aussi, ce partage de savoir. Quelle est votre vision sur le rôle que les métiers d'art doivent avoir dans la société? Eh bien, en fait, un peu à l'image de ce que je viens de mentionner, c'est que les métiers d'art, en fait, sont un peu la pierre angulaire de nos sociétés. Et on ne s'en rend plus nécessairement compte quand on baigne dedans, mais ils sont au cœur de notre quotidien. Donc oui, il y a les arts de la table, oui, il y a le vêtement, la joaillerie, mais c'est aussi l'architecture, c'est aussi le textile, c'est extrêmement mathématique.
Donc, les premiers ordinateurs découlent du textile. Donc, les métiers d'art sont vraiment au cœur et ça, on l'oublie trop souvent. Et je pense que notre défi, c'est en tant que membre de la communauté métiers d'art, c'est justement de se réapproprier notre place au sein de nos sociétés parce que sinon, on tombe vite dans l'ombre. Oui. Très bien. Merci beaucoup Thierry pour cette présentation. On ira sur le site mmaq.com pour aller un peu plus loin encore sur ce sujet que l'on vient de développer. On va terminer avec Géraldine Cauchy. Vous êtes directrice de l'ENAMAC, donc c'est en France, à Felletin dans la Creuse, une association, donc organisme de formation professionnelle continue dans la filière de la laine artisanale. Vous dites sur votre site internet, c'est ce que j'ai lu, donc lenamac.fr, dans une société où les métiers de la main sont déconsidérés, où l'exigence du geste est dépréciée, où lenteur et labeur ne riment plus avec valeur, les dépositaires des savoir-faire sont de plus en plus isolés en dehors des cercles traditionnels de l'enseignement. Est-ce que ce constat peut évoluer après la présentation de la nouvelle stratégie donc, du gouvernement en faveur des métiers d'art ? Alors, j'ai trouvé votre question, je trouve la question difficile. Je trouve que le plan vraiment identifie extrêmement bien tous les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui au niveau des métiers d'art. Je pense que tout est dit dans les différents axes. Je retrouve pleinement tous les enjeux de notre association de filière laine. Après, j'aurais du mal à... donc nous, par exemple, on émarge à de nombreux programmes. On émarge aux indications géographiques. On est une IG tapisserie d'Aubusson. On émarge au programme manufacture de proximité depuis récemment. On a la chance, avec la Cité internationale de la tapisserie, qui est à 10 km de nous, de pouvoir candidater actuellement sur un pôle ICC, Industrie culturelle et créative. On a eu récemment 3 titres certifiés auprès de France Compétences. J'aurais envie d'énumérer comme ça beaucoup d'activités qui me font penser que oui, on se reconnaît parfaitement dans ce plan. Après, du coup, je me reconnais en tant que structure qui regroupe. Est-ce que le plan va bien couvrir les ateliers eux-mêmes ? J'espère. En tout cas, je vois que c'est en effet, comme les Canadiens le repèrent tout de suite, assez hiérarchisé, assez vertical. Et j'espère qu'on aura aussi tout l'appui nécessaire pour des jeunes artisans, puisqu'on sait, on est tous là à leur côté, mais c'est un travail de longue haleine pour stabiliser leur modèle économique. Et il y a vraiment l'enjeu aussi des levées de fonds. Comment font-ils pour structurer, passer des caps de développement, en plus de toute la culture d'entrepreneuriat dont on a tous parlé aujourd'hui, qui est indispensable. Alors, votre mission avec vos 5 salariés est de régénérer une filière laine vivante et responsable, composée d'acteurs engagés dans une démarche de qualité, de créativité et de relocalisation française. Comment vous œuvrez au quotidien pour atteindre ces objectifs ? Oui, donc notre particularité, c'est qu'on est un centre de formation associatif. On existe maintenant depuis 2009 et nous, on est arrivé assez tranquillement sur les enjeux de formation professionnelle continue, puisqu'on avait 2 événements, les Journées de la laine, les Journées nationales de la laine et les Journées européennes du feutre sur notre territoire. Et je dirais qu'on a accédé à la formation professionnelle assez modestement, presque avec je dirais même clairement avec une porte d'entrée loisirs créatifs. Et on s'est fait rattraper par les artisans eux-mêmes qui nous en demandaient toujours plus. Et petit à petit, on est allé vers une structuration professionnelle de notre centre de formation. Et on est allé vers une diversification aussi des programmes qui ne sont plus, comme vous l'avez tous dit, ce ne sont plus que des formations techniques, ce sont aussi des formations en stratégie d'entreprise, avec cette forte idée de culture de l'entrepreneuriat qui est indispensable aujourd'hui. Si j'avais programmé une formation sur la culture de l'entrepreneuriat il y a 15 ans, je vous assure, j'aurais eu personne. Donc on a vraiment assisté à la montée en compétences, montée en qualité de cette filière laine artisanale, très métier d'art. Nous, on est, comme je le disais, sur le tapis, la tapisserie d'Aubusson à l'origine. On essaie d'injecter cette tradition décorative au niveau de la filière laine qu'on représente. Voilà, donc on a un centre de formation qui prodigue plus de 2000 heures de formation par an maintenant. Donc c'était pas du tout le projet de départ, mais voilà, on a été porté par le réseau d'adhérents.
Quels sont les freins ou les contraintes auxquelles vous êtes confrontés dans votre quotidien pour développer ces formations ? Alors, peut-être que je suis quand même passée un petit peu vite si j'ai le droit de Oui, bien sûr, de rétrograder. digresser. Il y a le centre de formation, mais comme on est sur un projet de filière, on n'est pas du tout que sur de la formation professionnelle. On a aussi développé, par rapport à ce constat de montée en compétences de la filière, on a développé un accélérateur d'entreprise très spécifique filière laine, puisqu'on emmène une quinzaine d'entreprises par an à un événement showroom lors de la Design Week de Paris qui s'appelle Oh My Laine. Il est spécialisé sur la décoration d'intérieur et il emmène des jeunes entreprises dynamiques qui partagent nos valeurs de relocalisation française, d'utilisation de laine locale, de travail en réseau de proximité. On les emmène finalement sur la rencontre d'une clientèle de qualité. On est au cœur de Paris, donc ça c'est formidable. Rien que d'y être, c'est porteur. Mais on les emmène aussi sur la rencontre avec le réseau professionnel, prescripteurs, architectes, décorateurs d'intérieur, qu'elles n'ont généralement pas l'idée de rencontrer au départ, où elles ne savent pas comment l'aborder. Donc nous, on a une agent de marque qui va nous aider chaque année, donc depuis 2019, pour structurer ce réseau. Et petit à petit, on développe aussi le réseau des galeries d'art, puisque finalement notre programme permet de découvrir les talents, comme vous le disiez, ou des pépites. Et ensuite, nous, quand les entreprises sont identifiées, c'est qu'on a bien travaillé, on peut se retirer. Ce n'est pas notre objectif de les porter indéfiniment. Et généralement, sur cet accélérateur, on les porte au minimum une année, mais plutôt 2, 3, voire 4 ans. Et après, on espère qu'elles s'en aillent pour provoquer un roulement et accueillir de nouvelles entreprises. Donc ça, c'est le deuxième grand projet. Le troisième, c'est on en a parlé aussi, c'est pouvoir en effet mutualiser les outils de production. Donc on a maintenant un projet co-porté avec la Cité internationale de la tapisserie qui nous a permis d'ouvrir une nouvelle antenne à Aubusson et on développe un tout nouveau plateau technique avec de l'équipement semi-industriel, aussi dans cette idée que les modèles économiques devant être consolidés, il est important que les artisans d'art, créateurs, puissent dépasser parfois la pièce exceptionnelle et aussi avoir des petites collections, des produits peut-être plus simples qui vont assurer les arrières et leur faire accéder à des marchés peut-être plus ambitieux en termes de volume et plus rémunérateurs. Donc ça, c'est aussi un projet fort. Et puis un tout dernier qui, pour le coup, lui, n'est pas que laine, il est laine et textile. C'est le portage, j'en parlais en tout début, des indications géographiques tapisserie d'Aubusson, qui pour nous est un projet vraiment très, je veux dire bêtement intéressant, mais qui joue un rôle d'incubateur. Ça nous permet d'avoir donc 10 entreprises qui portent maintenant une marque partagée qu'elles avaient l'habitude d'utiliser de manière très individuelle et même, je dirais, en très forte concurrence. Et aujourd'hui, le label leur rappelle que non, c'est une IG. Ça sera bientôt une IGP puisqu'il y a une reconnaissance européenne en cours. Et elles n'ont plus le droit de se faire passer pour l'atelier ou la manufacture de tapis ou de tapisserie d'Aubusson. C'est un collectif. Si elles n'ont pas le label. Et voilà. Et donc, si elles sont sur le département, elles ont l'obligation d'adhérer au label. Sinon, elles n'ont pas le droit d'utiliser cette appellation. Et il y a un total revirement de situation. Donc, je dirais qu'on est fortement à l'ENAMAC sur ces nouveaux projets vraiment de stratégie collective qui sont en effet porteurs pour décloisonner les artisans, les sortir de l'isolement. Enfin, moi, je me retrouve dans tout ce qui a été dit. J'arrive en dernier, donc je répète un peu ce qui a été dit, mais c'est tout à fait vrai que c'est important de les sortir de cet isolement. Comment se porte le marché de la laine en France? Parce que vous parlez de relocalisation. Alors, donc là, moi, l'ENAMAC, on a une approche filière laine textile, mais évidemment, on dépend de cette filière laine au départ agricole, qui se porte... j'ai envie de dire mal, parce que le métier d'éleveur ovin est un métier difficile, il paraît idyllique peut-être comme ça, mais en fait non.
Et dès qu'on s'intéresse un peu au monde agricole, on sait bien qu'éleveur ovin, c'est extrêmement difficile. Il faut être là tout le temps. Donc, on s'inquiète par le métier en lui-même. S'il n'y a plus d'éleveur ovin, on n'aura plus de laine, tout simplement. Nous, notre enjeu, c'est vraiment de valoriser les laines françaises. Et il y a un enjeu en ce moment d'accumulation des laines dans les élevages, puisque depuis la crise du Covid, ça fait depuis 3 ans que le marché de la laine est à l'arrêt. On sait que ce sont des stratégies économiques internationales. C'est un mauvais moment passé et on attend maintenant très impatiemment que le marché reparte. Il va repartir, c'est une crise cyclique, c'est connu, mais voilà, c'est long et très dangereux pour le marché de la laine, puisque au bout d'un moment, on va se remettre à vendre nos laines. Enfin, en tout cas, en ce moment, on les vend à 10 centimes quand on les vendait à 1,20 € il y a quelques années. Et quels sont les métiers et les spécialisations de la filière laine ? Parce qu'on parle des éleveurs ovins, mais ensuite, évidemment, il y a d'autres métiers qui interviennent. Oui, bien sûr. Donc c'est une filière longue, une filière transverse, hein, où certains se reconnaîtront. C'est pas forcément que la filière laine. Là, on rejoint le textile. Une fois que vous avez passé la production de laine, l'élevage ovin, la tonte, le tri, la collecte, vous arrivez là au lavage. À partir du lavage, la laine devient un produit industriel. Elle n'est plus un produit agricole. Donc, elle ne dépend plus des mêmes réglementations sanitaires européennes, notamment. Ce qui facilite après tout son usage, hein, parce qu'un éleveur n'a pas le droit, je me permets de le dire, mais n'a pas le droit d'utiliser sa laine. Il y a des normes sanitaires qui sont drastiques, qui sont justifiées d'ailleurs. Hein. La laine, tant qu'elle n'est pas lavée, elle est porteuse, pourquoi pas, de maladies. Mais du coup, ça vient créer une rigidité qui fait qu'aujourd'hui, valoriser la laine, c'est devenu... et c'est de plus en plus compliqué. Donc, et après, une fois que vous avez passé le lavage, eh bien, vous avez vous allez en filière artisanale ou industrielle, manufacturière. Et là, vous avez le filage, la filature, la teinture, le tissage, la maille, le feutre. Vous avez aussi tout le travail de la matelasserie, la literie, les apprêts. Enfin, c'est la passementerie, la broderie, la dentelle, c'est extrêmement varié. Vous gérez aussi la plateforme française de la laine qui s'appelle donc l'Anatech. Quel est votre rôle sur cette plateforme qui est en ligne, qui s'appelle lanatech.fr ? Alors là, c'est un projet plus ouvert. La filière laine est assez petite. Et donc finalement, quand on a voulu créer un site internet, au départ, c'était pour nos adhérents, pour avoir pour pouvoir les présenter de manière très qualitative. Vous l'aurez compris, on a vraiment voulu, je dirais, dépoussiérer la filière laine, ne pas s'arrêter à des produits un peu passés peut-être, sur lesquels j'ai envie de dire le chandail, pardon, j'ai rien contre le chandail, mais vous pouvez imaginer l'image du chandail imité dans le placard. En fait, assez rapidement, quand on a voulu référencer nos adhérents, vite, ils nous ont dit mais moi, je m'intéresse aussi à ce qui se passe à côté, parce que trouver la compétence aujourd'hui, c'est très difficile. Et donc, en fait, cet outil est devenu l'outil, le support pédagogique de notre centre de formation et l'outil de notre filière pour faciliter le réseautage, trouver les compétences, les identifier, mettre en relation les personnes. Et seulement en dernier lieu, c'est pour des clients potentiels, mais on a déjà beaucoup de fonctions, nous, en interne, dont on a besoin. Et on s'appuie sur l'Anatech, du coup, pour nous-mêmes nous former et ensuite trouver des clientèles adaptées avec un moteur de recherche qui permet de tracer l'origine et la qualité des laines, donc, et aussi les quantités minimum et maximum, puisque aussi, vous le savez, vous êtes manufacture, vous n'allez peut-être pas accepter qu'un artisan d'art vienne faire 10 pièces chez vous. Donc, c'est aussi important pour nous de bien diriger sur les bonnes entreprises. Merci Géraldine. On va clore ce symposium avec les questions du public qui est venu nombreux ce matin. Je vais me tourner vers la salle afin de savoir s'il y a une première personne qui souhaite poser une question. C'est toujours difficile pour la première personne de poser une question et après en général ça marche. Mais personne ? Eh bien, c'est que vous avez été toutes et tous très complets. On a quelqu'un. Ah oui, pardon, je ne voyais pas. Julien. Merci. En fait, c'est pas tant une question qu'un commentaire. Puis je pense que c'est le lien entre les deux panels.
Les métiers d'art, c'est la solution. Ça fait partie de la solution. Et souvent, on va regarder ça comme « Ah non, il faut encore soutenir un secteur, il faut encore soutenir un domaine ». Mais il faut le voir plutôt comme un investissement, comme une solution pour une société plus inclusive, plus tournée vers l'avenir, toutes les valeurs de société qu'on souhaite partager. Donc, je faisais le lien entre les deux panels ce matin, puis je me dis, c'est vraiment ça. Et c'est ça qu'il faut changer dans la perception. On parlait de l'enjeu de reconnaissance des pouvoirs publics. Je pense que c'est ça qu'il faut leur dire. On n'est pas là en train de vous quêter de l'argent. On est là pour vous dire, vous avez un problème, on a la solution, on fait partie de cette solution-là. Très bien, merci pour cette intervention. Quelqu'un d'autre? Non. Didier, un mot de la fin pour clore ce symposium, parce que vous êtes intervenu le premier. On a eu beaucoup de témoignages depuis tout à l'heure. Vous avez sans doute des choses à compléter. Une simple remarque. Je trouve que l'ensemble des interventions montre combien les réponses sont multiples. Elles sont inscrites dans les territoires, elles sont nombreuses et qu'on peut compter sur la mobilisation de chacun pour pouvoir apporter des réponses, pour préserver nos beaux savoir-faire et pour susciter des vocations. Mais c'est très dépendant effectivement aussi de la question des financements. Donc je crois que les uns et les autres, on répond à de nombreux appels à projets aussi pour soutenir nos actions. Donc c'est vrai que la mobilisation des pouvoirs publics sur des questions comme celle-là, elle est essentielle. Et je rejoins tout à fait ce que disait Vincent. Et ces métiers sont porteurs de valeurs. Et je trouve qu'aujourd'hui, ces valeurs, elles émergent à nouveau, peut-être après la crise sanitaire, mais il y a un vrai regain d'intérêt pour le circuit court, le fait main, la production en petite série, et puis pour les valeurs humaines qui doivent être le moteur de nos sociétés. Donc c'est vrai que les métiers d'art, c'est un formidable levier pour aussi faire valoir ces valeurs. Merci. Céline? Je trouve que ce qui a aussi été très intéressant, c'est ces questions de mobilité, en fait, parce que c'est vrai que les savoir-faire sont ancrés dans des régions, mais finalement, les échanges internationaux, la mobilité internationale bénéficient au développement des savoir-faire et à la préservation des savoir-faire. Donc c'est un point qu'on a évoqué, que chacun d'entre nous a évoqué et que je trouve très intéressant. La mise en réseau. La mise en réseau, oui, tout à fait. Et puis, à la Fondation, on aime beaucoup dire qu'avec ce qu'on fait et de manière générale, que les artisans d'art vont sauver le monde. On y croit beaucoup. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette idée que c'est une solution. C'est une solution pour créer une société plus durable. C'est une alternative à la production. C'est aussi, les métiers d'art portent des valeurs qui sont tout à fait en ligne avec ce qu'on appelle aujourd'hui la We Gen Z, donc qui ont des valeurs d'authenticité, d'originalité, un besoin de savoir d'où viennent les choses, etc. Donc et les métiers d'art en fait répondent à tous ces besoins, et ce sont les consommateurs de demain. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut les sensibiliser et leur montrer, leur donner la possibilité de comprendre qui sont les artisans et à qui est-ce qu'ils peuvent s'adresser. Donc, je trouve qu'en effet, les artisans d'art donnent beaucoup de solutions et méritent à être bien sûr plus connus, plus valorisés et plus compris simplement, parce que pour beaucoup, là on est entre initiés, mais et convaincus aussi, mais pour beaucoup un verre, on ne sait pas forcément comment il est fait. Donc ça commence, on est peut-être encore au point où était la gastronomie il y a 20 ans, et qui a été largement popularisé par la pop culture, par les émissions de télé, etc. On est peut-être aujourd'hui à ce moment-là pour les métiers d'art, et il y a des vraies choses à faire au niveau d'une certaine démocratisation et une certaine compréhension à toutes les échelles, je pense, de la société. Très bien, merci. Puisque vous parlez de sauver le monde, Souria sauve déjà le monde avec ses beautés et ses bijoux. Qu'est-ce que vous souhaitez ajouter pour la fin de ce symposium après ce que vous avez entendu ce matin? C'est vrai que ce qui me touche beaucoup, c'est que nous avons tous une mission, chacun d'entre nous, et cette mission, on l'accomplit tous ensemble pour que justement le monde demain puisse être meilleur pour tous les artisans et toutes les personnes qui sont passionnées de ce qu'ils font de leurs mains. Je tiens vraiment
à sensibiliser les personnes, à promouvoir nos savoir-faire et surtout à ne jamais oublier à préserver l'intelligence de la main. Donc c'est vrai que c'est très touchant d'avoir les témoignages de chacun et chacune parce que c'est vraiment la direction que l'on doit prendre et que l'on doit transmettre à toutes les personnes. Donc je tiens vraiment à vous remercier tous. Merci à vous. Thierry? Oui, donc en fait, de mon côté, je pense que ça prend des événements comme Révélation où est-ce qu'on a l'occasion justement parce que des fois, du côté du Québec, on se sent un petit peu isolé comme francophone en Amérique du Nord, mais ça prend des événements comme Révélation justement pour voir que les mêmes enjeux se vivent aussi ailleurs. Je pense aussi, c'est sur le plan plus macro, c'est aussi, je crois, de revoir nos modes de consommation. On a été beaucoup dans une consommation capitaliste, donc consommer et surconsommer. Et c'est peut-être, les métiers d'art, en fait, nous imposent de retourner à un mode de consommation qui est un peu plus éthique, qui est un peu plus réfléchi, un peu plus intelligent. Plus durable. Plus durable, exactement. Donc, c'est tantôt pierre angulaire, donc ici pierre angulaire, mais en matière de développement durable et de diminution de notre impact, l'être humain, sur notre environnement. Mm-hmm. On va terminer avec un mot, Géraldine, si vous avez encore des choses à dire. Je pourrais très vite, mais on a parlé de formation plus formelle par des institutions. Moi, je voudrais juste tirer mon chapeau sur la persévérance en fait des artisans qui se forment tous les jours. Et ça, vraiment, chapeau. Et puis, pareil, pour les féliciter sur... c'est l'inverse du greenwashing, l'artisanat d'art. Et ils sont vraiment là pour embrayer sur cette transition écologique. Donc, on les remercie. Très bien. Merci vraiment à tous les 5 ce matin pour avoir partagé vos univers, vos engagements. Demain, il y aura une autre conférence ici autour de la santé. Ce sont aussi des questions sans doute que vous pouvez traiter à travers vos différentes fonctions. Ce sera à partir de 10h30. Et merci aussi à vous d'avoir été présents ce matin et aux 3 premiers intervenants qui étaient à mes côtés tout à l'heure à 10h30. Voilà. La première partie a d'ailleurs été enregistrée, donc je pense qu'elle sera consultable en ligne sur le site Atelier d'Art de France. Je ne sais plus où est Justine, mais elle me confirmera sans doute cela. Il y a un enregistrement audio des 2 heures aussi, donc si vous souhaitez partager auprès de celles et ceux qui n'ont pas pu assister à ce symposium, vous pourrez le faire. Voilà. Très bonne journée à vous au Salon Révélation et merci parce que c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Voilà.